Magnétiseur, voyant, télékinésiste, coupeur de feu. Depuis toujours, des hommes et des femmes affirment posséder un don hors du commun. Si certains promettent de prédire l'avenir, d'autres assurent pouvoir déplacer des objets sans les toucher, ou encore soulager des malades simplement en apposant leurs mains. De nombreux hôpitaux font appel à des magnétiseurs pour accélérer les soins et surtout pour faire de l'antidouleur. C'est comme si c'était un peu en cachette. Hein. Voilà, mais bon, c'est vrai qu'ils le font. Comment se sont-ils rendus compte qu'ils possédaient de telles facultés? Tu te dis, c'est pas possible, c'est pas normal. Comment ça se fait? Et là, je vois le briquet qui se déplace un peu. Je crois rêver. Quels sont les risques qu'ils encourent? Développer le paranormal me semble excessivement dangereux. S'agit-il de réels dons ou de simples arnaques? Forcément, il y a des possibilités pour toutes sortes de charlataneries. Nous allons mener l'enquête en partant à la rencontre de ceux qui fréquentent ces hommes au pouvoir surnaturel. Du moment que ça marche, qu'on est en bonne santé et tout, je vois pas l'intérêt de le cacher. En interrogeant scientifiques et médecins. On est devant le mystère et devant une réalité scientifique. Des individus sont bien capables d'agir sur la matière. Nous allons réaliser des expériences inédites. Par exemple, en mettant au défi un voyant de découvrir ce qui se cache dans des enveloppes. Bon, moi, ça m'intimide toujours un petit peu de faire ça comme ça. Je vais prendre cette enveloppe. Faut-il croire aux dons paranormaux? C'est plus qu'exceptionnel, c'est tout à fait sidérant. Pour le savoir, ouvrons les dossiers surnaturels. Comment sait-on que l'on possède un don hors du commun? Et surtout, comment peut-on déterminer la réalité de ce don? Au début de notre enquête, nous avons fait une découverte étonnante. Sur Internet, des milliers de personnes font la démonstration de dons soi-disant paranormaux. La plupart de ces amateurs pratiquent ce qu'on appelle la télékinésie ou encore la psychokinèse. Dans les vidéos qu'ils postent sur la toile, ils cherchent à montrer que leur esprit peut agir sur la matière sans la toucher. Nous avons voulu en savoir plus sur ce phénomène de mode. Nous sommes donc entrés en contact avec les sujets les plus intéressants, ceux dont les démonstrations nous ont semblé les plus crédibles et les plus convaincantes. Parmi eux, Ludovic, 27 ans. Il est graphiste, mène une vie tout à fait normale, à un détail près. Depuis 4 ans, Ludovic consacre une grande partie de son temps libre à des expériences de télékinésie, toujours plus ambitieuses. Pour nous, il a bien voulu faire une démonstration de cette incroyable capacité psychique. Et tout commence par une mise en place destinée à prouver qu'il ne triche pas. En fait, ce qu'on va faire, c'est que je vais poser des feuilles de papier à rouler en équilibre autour de la cible. Et puis là, on a tout simplement des bouts de gomme, en fait, avec simplement une aiguille enfoncée à l'intérieur. Donc évidemment, si je fais ça, ou si je souffle, donc il n'y a vraiment pas d'air, tout tombe. Et je vais déjà exercer des rotations sur celle-ci. Ok, c'est parti. La démonstration peut commencer. Donc je vais disposer la feuille sur l'aiguille. En moins d'1 minute, la feuille de papier se met à tourner.
vais en mettre une deuxième. Les deux papiers ont plus ou moins le même poids. Donc là, on peut voir des petites rotations. Je suis sur le support ici devant vous. Voilà. Donc là, sans les mains, j'envoie depuis mon front. J'essaie de me focaliser uniquement sur la petite blanche. C'est pas facile de faire en sorte que simultanément les deux objets aillent dans un sens complètement opposé. Ludovic semble très à l'aise, mais ça n'a pas toujours été le cas. Au départ, moi je me focalisais énormément en pensant que c'était une question de concentration. J'exerçais à une hauteur, à une échelle de 1 heure à 2 heures par soir pendant 3 semaines, comme un acharné, et j'avais vraiment aucun résultat. Pour y parvenir, Ludovic a compris qu'il fallait se mettre dans un nouvel état d'esprit. J'ai arrêté de me concentrer et j'ai utilisé une méthode qui s'appelle la méthode de visualisation, où tu vois l'objet tourner avant qu'il tourne, en fait. Et à force d'appliquer ça, j'ai ressenti une énergie palpable, une énergie qui se transmettait de moi à l'objet. Il y a 3 ans, Ludovic a filmé ses premières expériences réussies. Il n'y croyait pas lui-même. J'ai vu que la petite pyramide en papier commençait à bouger, mais ça m'a fait peur presque. Tu te dis, c'est pas possible, c'est pas normal. Comment ça se fait? J'ai cru que c'était ma respiration, j'avais soufflé dessus, et en fait non, c'était vraiment par l'esprit que j'avais décidé que cette pyramide tourne. J'ai eu peur, parce que c'est un peu effrayant de savoir qu'on est capable de faire ça sur la matière, mais en même temps, c'est clair que j'étais... il y avait une sorte d'épanouissement, une sorte de réussite aussi à la clé, donc j'étais heureux. La télékinésie est une faculté paranormale qui, dans le passé, a fait couler beaucoup d'encre et provoqué bien des polémiques. Aujourd'hui, Jean-Pierre Girard demeure l'une des figures emblématiques de la télékinésie. Sur Internet, des centaines de milliers de pages lui sont consacrées. Dans le monde entier, le cas Girard est connu de tous les passionnés de télékinésie et de paranormal. Au cours de notre enquête, nous avons retrouvé Jean-Pierre Girard. Il habite dans les environs de Troyes, dans l'Aube. Il a 72 ans, il est à la retraite et se fait plutôt discret. Mais il y a 40 ans, Jean-Pierre Girard était une star. Dans les années 70, il faisait la démonstration de ses capacités paranormales au tout Paris en tordant des barres de métal. À l'époque, on le compare à Uri Geller, un jeune Israélien célèbre partout dans le monde pour tordre des objets par la pensée. À qui ça appartient? À moi, heureusement. Vous voyez qu'il n'utilise pas la force, il dit simplement plie-toi. Can you see? Vous voyez? La télékinésie est à la mode. Et je me suis retrouvé invité, comme on inviterait une cantatrice à des dîners mondains, donc je me suis retrouvé à côtoyer les gens célèbres du moment, le tout Paris. Flatté, Jean-Pierre Girard prend de l'assurance. Mais beaucoup ne le prennent que pour un illusionniste de talent. Quelques scientifiques s'intéressent toutefois à ses étonnantes capacités et lui proposent de se soumettre à des expériences en laboratoire. Ils ne s'imaginent pas alors ce qu'ils vont découvrir. En 1976, Jean-Pierre Girard réalise plusieurs expériences au Centre technique de l'aluminium, entouré d'ingénieurs et de physiciens. J'ai pris ça inconsciemment comme un challenge, je ne sais pas trop, mais surtout qu'on me donne des explications sur l'origine du phénomène, au départ. Pourquoi je peux faire ces phénomènes, pourquoi ils existent? Je voulais avoir des réponses. Les scientifiques, médusés, observent alors de curieux phénomènes. Jean-Pierre Girard tient dans la main des tubes de verre scellés contenant des tiges de métal complètement droites.
Après quelques minutes de manipulation par le jeune homme, les scientifiques récupèrent le tube en verre, l'ouvrent et découvrent que la tige en métal n'est plus droite, mais courbe. Quelques mois plus tard, des ingénieurs de Péchinet, géants de la sidérurgie française d'alors, lancent un défi à Jean-Pierre Girard. Va-t-il pouvoir tordre une barre fabriquée dans un nouvel alliage réputé indéformable? On a relié des jauges pour savoir ce qui se passait à l'intérieur du barreau. On a mis des oscillographes, on a mis des caméras qui filment en permanence, avec un miroir dans mon dos, parce qu'ils remettaient en cause leur propre crédibilité d'observer un sulfureux Girard. Donc, ils se sont entourés de précautions. Je me suis donné le droit à l'échec. Tellement l'expérience était extraordinaire, je l'ai prise comme un jeu. Je me suis complètement libéré. Et là, je courbe ce barreau plusieurs reprises, en caressant ce barreau qui est intordable par un être humain. Les scientifiques et les ingénieurs qui observent Jean-Pierre Girard sont sidérés. Tout ceci ne semblait pas très sérieux. Le côté spectaculaire, voire jeu de cirque, que prenaient ces expériences, m'indisposait beaucoup, et je crois que c'était la position de tous les scientifiques moyens. En effet, notre formation ne nous a pas appris qu'il était possible de déformer un matériau sans qu'on exerce des forces mécaniques. À 4 reprises, par simple imposition de la main, nous avons vu, nous n'en croyons pas nos yeux, bien évidemment, ce barreau s'est déformé à 4 reprises avec les flèches, les déformations que vous voyez ici. Ici, il s'agit des tracés qui ont été faits après chacune des déformations. Cette expérience, une fois révélée au grand public, provoque la stupéfaction. Pour la première fois, un phénomène parapsychologique est mis en évidence sous le regard critique des scientifiques, même les plus sceptiques. À l'époque, Yves Lignon, mathématicien, statisticien, avait enquêté sur les expériences de Jean-Pierre Girard et rencontré les scientifiques de Péchinet. Le plus intéressant de ces expériences, donc dites Péchinet, puisque c'est le nom de la société dans les locaux de laquelle ça s'est passé, c'est finalement ce qui ne s'est pas vu à l'œil nu. Les scientifiques ont en effet découvert que les capacités de Jean-Pierre Girard étaient bien plus importantes que ce qu'il pensait et ce qu'il voyait. Ils vont alors lui demander s'il est capable de changer la structure de la barre métallique. C'est le test ultime. Donc je prends le tube en main et après quelques minutes seulement, j'indique l'endroit où j'ai fait une fusion. Il va analyser ce qu'on appelle la dureté, bien sûr. La dureté est effondrée à cet endroit-là. Va étudier l'intérieur de cette barre et va voir qu'on a l'équivalent de 650 degrés Celsius sans changement des états de surface. En les examinant au microscope, on s'est aperçu qu'il y avait une modification de la structure moléculaire. Et moi, j'ai demandé, qui ne suis pas physicien, j'ai demandé justement à Jean Bouvet, l'ingénieur qui avait pris la responsabilité des expériences, qu'est-ce que ça signifiait. Nous ne savons même pas, nous métallurgistes, qui avons pas mal de moyens, nous ne savons même pas reproduire cette structure. Seule une irradiation aux neutrons à raison de 10 puissance 20 neutrons par centimètre carré aurait permis de reproduire les structures. Et pendant à peu près une journée. On a une preuve indirecte de la réalité. Parce que pour obtenir cette modification de la structure moléculaire par des moyens connus de la physique, il faut utiliser un certain appareil pendant un certain temps. Et là, la barre, elle est simplement passée quelques minutes entre les mains d'un être humain. Comment voulez-vous qu'un physicien puisse se dire, là, on n'est pas placé devant quelque chose de paranormal? On est devant à la fois le mystère, parce qu'on ne sait pas ni pourquoi et comment, et devant une réalité scientifique. Des individus sont bien capables d'agir sur la matière. Avec ses expérimentations de télékinésie en laboratoire, Jean-Pierre Girard semble avoir prouvé que l'homme était capable d'agir sur la matière par le simple pouvoir de l'esprit. Aujourd'hui, Jean-Pierre Girard continue à pratiquer la télékinésie. Et devant nous,
il a bien voulu refaire quelques-unes des nombreuses expériences qui ont fait sa réputation. Habitué au protocole scientifique, Jean-Pierre Girard prend de nombreuses précautions pour écarter tout soupçon de triche ou de trucage. Sur la table d'expérimentation, 2 boussoles permettent de vérifier qu'il n'y a aucune influence magnétique sur la cible. Ah, je suis content d'avoir vaincu ça, entre guillemets, résistance. Pour nous, il va renouveler une expérience en faisant un essai de torsion de barres de métal par simple apposition des mains. Ces barres d'aluminium sortent d'un rayon de magasin de bricolage. Si ces barres peuvent être tordues en forçant des 2 mains, difficile, voire impossible, de les plier en les tenant du bout des doigts. La démonstration commence. Le sang est très léger, j'ai une vision très légère d'un pliage. Le processus est long, mais en effleurant la barre de métal avec sa main pendant quelques minutes et en se mettant dans un certain état d'esprit, Jean-Pierre Girard parvient à la tordre. Au bout de 15 minutes, le phénomène de pliure devient peu à peu visible. Bon, là, elle se courbe encore un peu plus. Les expériences de télékinésie de Jean-Pierre Girard ont été contrôlées à la fois par des ingénieurs spécialistes des métaux et par des professionnels de l'illusion. Mais personne n'est parvenu à les expliquer. Et aujourd'hui encore, les spécialistes du paranormal discutent du cas Girard. Toute sa vie, Jean-Pierre Girard a essayé de comprendre comment ces étranges pouvoirs fonctionnaient. Une vie où le paranormal s'est invité alors qu'il n'était qu'un enfant. Son histoire commence peu de temps après la guerre, en 1949 dans la campagne tourangelle. Pupille de la nation, le petit Jean-Pierre, 7 ans, vit dans une famille d'accueil avec d'autres enfants placés. Ses frères de lait, comme il les appelle. Un jour, alors que les enfants jouent dans les champs, la vie de Jean-Pierre bascule sur un coup de tonnerre. Nous sommes surpris par un orage. Mes frères de lait se réfugient à l'orée du bois. Moi, j'ai pas le temps et je reste sur une colline et je m'abrite sous un noyer. Et c'est bien connu du monde rural, les noyers attirent la foudre. Et effectivement, j'ai reçu la foudre à l'âge de 7 ans. En état de choc, le petit garçon reste étendu au sol, inconscient. J'étais très dans un état évidemment très secoué, j'ai perdu connaissance, etc. Après avoir survécu à la foudre, Jean-Pierre reprend sa vie de petit garçon normalement. Mais très rapidement, il va se rendre compte que quelque chose a changé en lui. Je gagnais tous les paris de façon insolente dans les cours, lors des récréations dans la cour de l'école. Je répondais à l'instituteur avant même qu'il ait terminé de formuler ses questions. Enfin bref. Jean-Pierre va peu à peu faire le lien entre cette télépathie et la foudre qui l'a frappé. Et s'il avait désormais des pouvoirs extraordinaires. Cette différence que vous avez, vous ne la saisissez pas en fait. Vous ne saisissez pas votre paranormalité. Mais ce que vous comprenez intuitivement, c'est que ce que vous êtes représente malgré tout une différence vis-à-vis des camarades d'école, de l'instituteur, du monde des adultes. Cette différence, eh bien, m'a permis de comprendre que elle me poserait et elle me posait problème. Parce qu'évidemment, les petits camarades à l'école n'ont pas accepté que je gagne tous ces paris de façon anormale, n'ont pas compris d'ailleurs cette anormalité. Troublé par ces perceptions qu'il ne comprend pas et qui font de lui un enfant atypique, Jean-Pierre va tenter d'ignorer ces nouveaux pouvoirs bien encombrants. J'ai cessé ces phénomènes. J'ai cessé intuitivement. Je ne savais pas que c'était des phénomènes, bien sûr, de télépathie.
Ensuite, j'ai quitté l'école très tôt, à 13 ans et demi, et j'ai travaillé en usine. À 18 ans, Jean-Pierre s'engage à l'armée. C'est durant cette période qu'il va de nouveau être confronté au paranormal. Surpris, il décide alors, en secret, de tenter des expériences pour développer les capacités de son esprit, convaincu qu'il peut encore aller plus loin. Jean-Pierre est animé par le besoin de comprendre ce qui lui arrive. Il cherche à avoir la preuve de sa paranormalité, une preuve incontestable qui pourrait être visible par tous. Il se met donc au défi de faire bouger à distance des objets ou de les modifier par la pensée. C'était évident que je ferais cela, mais je n'y arrivais pas. Pourquoi je ne l'ai pas réalisé tout de suite, comme je l'aurais voulu? Parce que je greffais quelque chose qui est à prohiber dans ce type d'expression du phénomène. J'y mettais la volonté. C'est avec son briquet, qu'il a toujours dans la poche, que Jean-Pierre renouvelle inlassablement son expérience, sans succès. Mais son obstination va finir par payer. Et là, je vois le briquet qui se déplace un peu, mais je crois rêver, quoi. J'étais fou de joie, et j'avais pu mesurer qu'effectivement, il s'était déplacé. Jean-Pierre analyse le phénomène et croit comprendre comment il l'a provoqué. Et le jour, j'ai cette attitude mentale beaucoup plus détendue, beaucoup plus... et puis comprendre qu'il fallait visualiser le phénomène avant qu'il se produise. Il fallait être déjà dans la réalisation du phénomène avant de savoir comment on va y parvenir. Donc bien visualiser le phénomène. Mais de toute façon intuitive, c'est plus long à expliquer en fait qu'à vivre. En poursuivant nos recherches, nous nous sommes rendus compte que nombreuses sont les personnes dotées de capacités paranormales à avoir découvert leurs dons très jeunes. Une découverte souvent brutale. C'est ce qu'a vécu Alexis Tournier, un jeune homme devenu voyant professionnel réputé après une expérience étonnante avec le paranormal. Plus qu'une vocation, la voyance s'est imposée à lui comme un échappatoire, un moyen de combattre ses peurs et de ne pas tomber dans la folie. C'est à Lyon que nous avons retrouvé Alexis. Il a aujourd'hui 35 ans. Comme Jean-Pierre Girard, lui aussi a découvert ses pouvoirs très jeune, lorsqu'il était encore adolescent. Durant mon adolescence, entre mes 16, 17, 18 ans, j'ai commencé à comprendre en fait que je sentais plus de choses que la moyenne. Je sentais beaucoup de choses qui étaient parfaitement quotidiennes et parfaitement anodines. Je pouvais sentir, mettons, quand j'arrivais au lycée, des éléments sur, je sais pas, quel camarade de classe allait être absent, ce qu'un professeur allait nous demander de faire. À 18 ans, Alexis révise le bac. Il passe des journées entières plongé dans ses livres et ses cours. Mais si pour un lycéen normal, c'est rarement une partie de plaisir, ce fut pour lui un véritable calvaire. Dès que je me concentrais sur une tâche particulière, je passais dans une sorte d'état modifié de conscience qui me faisait percevoir des tas de choses qui n'avaient rien à voir avec la réalité dans laquelle j'étais. J'avais l'impression d'être là mais de plus être là. Je vivais vraiment ce que d'aucuns appelleraient une sorte de dédoublement. Face à ces phénomènes, le quotidien d'Alexis devient rapidement invivable. L'adolescent perd pied et s'éloigne chaque jour un peu plus de la réalité. Je ne travaillais plus du coup, je n'apprenais plus ma leçon et j'étais comme figé sur ma feuille, sur mes leçons, et en même temps j'étais ailleurs. J'avais une vague conscience de mon corps encore présent à mon bureau, et puis j'étais ailleurs, et puis je percevais une autre réalité, j'entendais des voix, je percevais des couleurs, des formes, des ombres, j'avais l'impression que ça durait un temps infini. Et tout à la fois, quand je revenais dans mon corps, peut-être que j'étais parti que quelques secondes. Épuisé par ces visions incontrôlables, Alexis sent que sa vie lui échappe peu à peu. Je pense que j'aurais peut-être vraiment pu finir en hôpital psychiatrique. Parce que pour les médecins, c'était une forme de schizophrénie, là, ce qui était en train de m'arriver. La rencontre avec le paranormal est souvent un choc brutal, difficile à surmonter et parfois très dangereux. Le docteur Philippe Wallon est psychiatre. Il s'est intéressé très tôt aux phénomènes étranges et inexpliqués.
Il est aujourd'hui l'un des grands spécialistes français du paranormal. Sa première réflexion sur le sujet est une mise en garde. Développer le paranormal me semble excessivement dangereux. Celui qui s'intéresse de trop près aux phénomènes inexpliqués risque de perdre le contrôle. Le paranormal, je dirais surtout si on s'entraîne à ça, peut ouvrir sur toutes les pathologies mentales. C'est un petit peu comme si je vous passais une Lamborghini ou une F1, et puis je vous mettais sur une route de montagne, et je vous dis, écoutez, maintenant, vous pouvez utiliser cette route, mais je vous signale que j'ai supprimé tous les garde-fous. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez peut-être vous retrouver à un moment où la chaussée devient très 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 étroite, et puis si vous accélérez un petit peu, eh bien, c'est le vide. Le vide, c'est la folie. Et d'après le docteur Wallon, elle représente une menace très sérieuse pour tous ceux qui s'intéressent de trop près au paranormal. Si vous êtes sain d'esprit, je dirais restez autant que possible dans le niveau normal. Vous voyez, si vous avez l'impression que vous avez des capacités suffisantes, écoutez, allez un petit peu dans le paranormal, mais revenez dans le normal le plus tôt possible. Si la plupart des médecins ne sont pas formés pour faire face au paranormal et à ses manifestations, nous avons découvert qu'il existe aujourd'hui des centres d'écoute et d'accueil pour ceux qui ont vécu des expériences hors normes. À Nantes, nous avons pris contact avec CIRCE, le centre d'information et de consultation sur les expériences exceptionnelles, qui reçoit chaque année des centaines de témoignages. Cette structure a été créée en 2009 pour écouter, orienter et aider les victimes du paranormal. Nous sommes allés rencontrer le cofondateur de CIRCE. Il s'appelle Thomas Rabeyron, il est psychologue clinicien et universitaire. La détresse de ceux qui sont confrontés aux phénomènes paranormaux, il la connaît bien. Souvent, les gens nous contactent, ils sont complètement dans un effet soit de rejet, soit de sidération. Ils n'arrivent pas à se décoller de l'expérience parce que le paranormal, voilà, c'est quelque chose qui fait peur, c'est quelque chose qui fascine. Et donc, on essaie de dire aux gens, mais ce que vous avez vécu, il y a d'autres gens qui le vivent. On se rend compte que socialement, donc il y a près d'une personne sur deux qui, au cours de sa vie, va vivre une expérience qu'elle considère comme étant une anomalie ou quelque chose d'exceptionnel. Et dans un certain nombre de cas, les gens sont très contents de cette expérience, par exemple une expérience mystique qui a été intense, profonde. Et vous avez des gens, à l'inverse, qui sont très troublés. Et ils ne savent pas quoi faire de cette expérience. Et l'expérience, elle reste en souffrance. Et si elle n'est pas partagée avec quelqu'un, en quelque sorte, elle va dégénérer. Garder le silence, ne pas en parler, est donc parfois la pire des solutions. Quand les gens n'en parlent pas, ils gardent ça pour eux, ils en parlent à personne, soit à quelques proches, et ils se disent en fait j'ai des problèmes, je suis fou. Et le fait d'en parler à quelqu'un qui est spécialisé, ça les rassure énormément. Et déjà, rien que ça, souvent, ça calme beaucoup la personne qui se dit, en fait, j'ai vécu quelque chose de particulier. On n'en parle pas forcément dans les médias, ou on en parle, mais de façon complètement déformée. Mais en fait, voilà, on peut vivre des choses comme ça, et c'est pas plus inquiétant que ça. Et c'est toute la fonction du courant actuel de la psychologie des expériences exceptionnelles, qui est justement de réhabiliter socialement ces expériences en disant aux gens, mais vous inquiétez pas, vous pouvez vivre ça, ça n'est pas grave. Comment écouter ? Rassurer ces milliers de personnes qui pensent avoir vécu des expériences paranormales ou qui sont perturbées par la découverte de pouvoirs extraordinaires. En France, les lieux d'écoute sont encore peu nombreux et se limitent souvent à un soutien psychologique. Notre enquête s'est donc poursuivie en Suisse, à Genève, où depuis 2012, l'Institut suisse des sciences noétiques s'est spécialisé dans les expériences hors du commun. Ici, les gens qui ont vécu une rencontre brutale avec le paranormal sont accueillis et parfois soumis à des tests expérimentaux. Le centre noétique est dirigé par une scientifique, Sylvie Détiolaz, docteur en biologie moléculaire. Souvent, la question première qu'il se pose, c'est mais est-ce que je suis en train de devenir fou? Est-ce que je suis complètement anormal? Donc voilà, simplement d'être accueilli par mon collègue qui est psychothérapeute et moi scientifique, souvent, ça leur permet simplement de reprendre pied. Il y a d'autres personnes qui sont en interrogation, c'est-à-dire qui ont envie de comprendre ce qu'elles vivent, de savoir si d'autres personnes vivent la même chose, si on a déjà entendu parler de tel ou tel phénomène. Ludovic, le jeune télékinésiste, n'a pas hésité à pousser la porte de l'Institut lorsqu'il s'est rendu compte qu'il avait des capacités extraordinaires. Même si ses pouvoirs paranormaux ne le faisaient pas souffrir, il se posait de nombreuses questions.
D'autant plus qu'il n'a jamais voulu en faire un spectacle et qu'il ne partageait son secret qu'avec son frère et sa fiancée. J'avais besoin d'un endroit pour moi, avec des gens qui peuvent me comprendre à ce niveau, me croire, m'entendre, mais aussi me donner conseil. Il est arrivé dans une pièce qu'il ne connaissait pas avec un matériel qu'on lui mettait à disposition. Il nous a fait plusieurs démonstrations qui étaient assez étonnantes. Là, je leur ai fait tourner des objets devant eux, donc ouais, ils m'ont cru. Il a décrit quelque chose qui nous a beaucoup intéressés, c'est qu'il a décrit que pour faire bouger l'objet, il arrivait à se mettre dans un état où il ne faisait plus qu'un avec l'objet. Donc sa conscience était à la fois dans l'objet et en lui. Et à partir du moment où il était l'objet, il pouvait le faire bouger à sa guise, à droite ou à gauche. L'Institut suisse des sciences noétiques a donc permis à Ludovic de trouver les mots pour tenter d'expliquer l'incroyable. J'avais un peu ce besoin, si tu veux, de me faire entendre, quoi, de me faire comprendre. Alors, pas forcément sur un point de vue notoriété, pas du tout même. C'est juste que j'avais besoin d'en parler à quelqu'un du domaine. Ces dernières années, les scientifiques, plutôt que de s'intéresser à la réalité des phénomènes, préfèrent s'intéresser à la personnalité de ceux qui les vivent. Je ne sais pas si on peut parler d'un profil type, mais globalement, les personnes qui nous contactent ont quand même des caractéristiques psychologiques communes. C'est des gens hypersensibles, c'est des gens qui ont une très grande sensibilité, ça c'est certain. Très souvent, c'est des gens qui se décrivent comme étant des éponges, comme étant des aimants à émotions. Ils sont très très sensibles en fait. C'est des gens qui ont eu des enfances problématiques. Par exemple avec des traumatismes psychiques, par exemple des tentatives d'abus sexuels ou des maltraitances ou des situations d'abandon. Enfin des enfants qui n'ont pas eu une enfance facile et qui ont peut-être dû grandir un petit peu plus vite que la moyenne. C'est probablement un moyen pour le psychisme de développer ce que moi j'ai appelé la solution paranormale, c'est-à-dire trouver une sorte de solution à des difficultés liées à cette sensibilité et ça prend cette forme comme ça d'une sensation d'interaction inexpliquée avec l'environnement. Comme d'autres avant lui, Alexis Tournier a dû trouver sa voie pour ne pas perdre la raison. Il a cherché à maîtriser ses visions, à les canaliser, jusqu'à en faire son métier. Un choix difficile à annoncer à ses parents. Clairvoyant comme métier, enfin je veux dire, c'est quand même une drôle d'idée. Moi, quand j'ai décidé ça, je devais avoir 21 ans, donc j'étais en université, je faisais des maths, de la physique. Mes parents, ils ont cru que je pétais un plomb complètement, ils ont cru que j'entrais dans une secte. Quand j'y réfléchis moi-même, je me dis c'est un peu dingo. Je pense que j'avais l'immaturité de l'âge, une forme d'inexpérience, l'envie de voler de mes propres ailes, l'envie de m'affranchir d'un certain nombre de problèmes qui s'étaient posés vis-à-vis de mes parents, etc. Donc je pense qu'il y a plein de choses qui à un moment donné me poussent aussi dans cette voie. Que j'idéalise à ce moment-là aussi beaucoup, enfin comme beaucoup de gens, beaucoup de jeunes gens finalement. Mais Alexis va très vite déchanter. Le monde de la voyance est un monde impitoyable. Moi, j'idéalisais complètement le métier de voyant. Moi, je pensais que dans ce métier-là, on avait affaire qu'à des gens généreux, extraordinairement bienveillants, des gens lucides, extra-lucides, bons. Puis en fait, je me suis rendu compte que c'était un monde vraiment dégueulasse. En réalité, avec énormément d'escrocs, beaucoup de charlatans, beaucoup de gens qui n'ont aucune capacité, qui n'ont aucun don, qui ne font qu'abuser de la confiance des uns et des autres. Bon, voilà, finalement, je me suis retrouvé un peu seul d'un seul coup, finalement, en me disant, mais en fait, c'est quoi cet univers, c'est quoi ce monde? Ça m'a donné l'impression d'entrer dans la mafia. La voyance, un business florissant pas toujours avouable. La voyance, c'est le phénomène paranormal le plus répandu et auquel souvent, très discrètement, des millions de Français ont recours pour connaître leur avenir. Qui sont ces hommes et ces femmes qui font parfois payer très cher leurs consultations? Et comment différencier un vrai voyant d'un charlatan? Pour le savoir, nous allons bientôt tenter avec Alexis une expérience inédite. Va-t-il pouvoir deviner ce que représentent les photos que nous avons glissées dans des enveloppes? Bon, moi, ça m'intimide toujours un petit peu de faire ça comme ça.
Je vais prendre cette enveloppe. Dans le monde, il serait des milliers à détenir des capacités extraordinaires. Mais très peu osent le dire de peur de passer pour des fous. La plupart de ces personnes ont vécu l'apparition de leur pouvoir comme un traumatisme durant leur enfance. Mais une fois à l'âge adulte, ceux qui ont accepté leur paranormalité l'ont parfois utilisée de manière étonnante. Comme Alexis Tournier, qui a décidé de devenir voyant à l'âge de 21 ans, après avoir eu des flashs, des visions. Mais Alexis va vite découvrir que le paranormal peut aussi cacher une triste réalité. Moi, j'idéalisais complètement le métier de voyant. Puis en fait, je me suis rendu compte que c'était un monde vraiment dégueulasse. La voyance. Un véritable business avec des milliers de professionnels qui prétendent tous avoir des capacités exceptionnelles. Comment s'y retrouver? Comment éviter d'avoir affaire à des charlatans? Pour poursuivre notre enquête, nous avons rencontré Jocelyn Morisson. Journaliste spécialiste du paranormal, il connaît bien la voyance et ses dérives. La société, de ce point de vue-là, est très irrationnelle parce qu'elle donne une place très importante à ces gens-là. Le chiffre d'affaires de la voyance, des arts divinatoires, c'est à peu près 3 milliards d'euros par an, grosso modo, donc c'est quand même colossal. Aujourd'hui, la voyance, c'est à divers visages et diverses pratiques, et forcément, il y a des possibilités pour toutes sortes de charlataneries, tout ce qui est service de téléphonie, audiotel, etc. On ne sait pas qui on a au bout du fil, on ne sait pas si on a un vrai voyant. On peut imaginer très bien qu'on a des étudiants qui font ça pour se faire un peu de sous, comme dans ce qu'on appelait le téléphone rose à l'époque, je veux dire. Donc là, c'est sûr que ce sont des pratiques qui ouvrent la porte à tout un tas de manipulations possibles. Face à une personne qui se prétend voyant, la manipulation peut être au rendez-vous. Que vous vous fassiez tirer les cartes ou que l'on lise au creux de votre main, le soi-disant voyant peut utiliser des pouvoirs qui n'ont rien de surnaturel. On sait qu'il y a des phénomènes, évidemment, des techniques psychologiques, comme ce qu'on appelle la lecture froide, par exemple, qui consiste à faire dire à la personne des choses, ou en tout cas à faire confirmer des choses au consultant en lui faisant croire qu'on les a devinées simplement parce qu'on va être capable de lire ses réactions et son langage non verbal, son langage corporel, le fait simplement de cligner des yeux ou d'acquiescer très brièvement sur une phrase, ça donne une information. Ensuite, la façon dont la personne se comporte, dont elle est habillée, etc., donne des informations. Si lors d'une consultation, les voyants peuvent décoder leurs patients en les observant attentivement, qu'en est-il des prédictions? Comment lisent-ils l'avenir? La plupart des voyantes, en fait, elles ne font pas de voyance. Elles font, je dirais, de la perception, on va dire de la perception avancée. C'est-à-dire qu'en fait, elles vous perçoivent, je dirais, de manière sensorielle et d'une manière assez précise, parce qu'autrement elles ne feraient pas de voyance, et elles vous disent donc ce que vous avez dans la tête. Mais le problème, c'est qu'elles vous grugent, elles vous trompent, en vous disant, dans la mesure où j'arrive à lire dans votre tête actuellement, eh bien, il va se passer ceci dans votre avenir. S'il est relativement facile de lire dans la tête de quelqu'un dans l'immédiat, il est beaucoup plus difficile de lire dans son avenir. Donc la plupart des voyants, vous allez voir, soit ils sont nuls, des purs menteurs, soit ce sont des bons intuitifs, c'est-à-dire qu'ils vont arriver à lire dans votre tête actuelle, mais les voyantes qui vous disent des choses réelles dans l'avenir, elles sont excessivement rares. En France, faute d'études sérieuses sur le marché de la voyance, difficile de faire le tri entre les charlatans et ceux qui sont sincères dans leur pratique des arts divinatoires. Aujourd'hui, on estime que plus de 100 000 personnes pratiquent la voyance, que ce soit en ayant pignon sur rue ou de manière clandestine. Pourquoi un tel succès? Très souvent, quand vous discutez un peu avec des voyants, ce qu'ils vous disent, c'est que la plupart des gens vont voir des voyants pour être rassurés. C'est-à-dire pour qu'on leur dise que ça va aller, ils vont rencontrer quelqu'un, ils vont trouver du travail. En fait, c'est plus un travail de soutien psychologique avec des caractéristiques particulières. Ce qui n'enlève rien à son intérêt, d'ailleurs socialement, et des études anthropologiques qui existent là-dessus. Pourquoi finalement les gens vont voir des voyants? Pourquoi ils ont ce besoin-là d'être rassurés? Pourquoi ils ont besoin de croire à ça? À quoi sert un voyant dans la vie de quelqu'un? Pas forcément lui faire plaisir, pas forcément lui faire du bien. Si on veut se faire du bien, faut pas aller consulter un voyant, faut aller voir un masseur, ou alors faut aller, faire une séance de thalassothérapie. Ça fait du bien. Yves Lignon est mathématicien. C'est un esprit cartésien, rationnel,
qui étudie depuis 30 ans les phénomènes inexplicables. Et pour lui, le phénomène le plus inexplicable, c'est justement le succès grandissant de la voyance. Si on les consulte, c'est parce qu'on se fait une certaine idée d'eux. On imagine qu'ils ont des pouvoirs et qui sont hors du commun, qui leur viennent d'on ne sait où, mais qui font d'eux des êtres surhumains. Donc on les consulte, mais puisqu'ils sont surhumains, puisqu'ils sont plus que n'importe qui, c'est qu'ils peuvent intervenir en dernier recours. Et voilà pourquoi la clientèle des voyants professionnels est faite pratiquement en totalité de personnes qui sont dans des situations de détresse. Donc il y a cette exploitation méthodique qui est faite par des centaines de charlatans. Et moi je suis désespéré, je suis vraiment navré de constater que l'État, d'une manière générale, reste indifférent. On se dit que c'est une espèce peut-être de soupape de sûreté, comme était la foi au Moyen-Âge. Sauf que nous ne sommes plus au Moyen-Âge. La voyance, c'est un phénomène social. Après, ça n'empêche pas d'imaginer que dans ce lot de voyance un peu avec une fonction comme ça de contenance émotionnelle, émerge autre chose. Alexis Tournier a découvert son don de voyance très jeune de manière brutale. Mais était-ce bien de la voyance? Pour cet étudiant en sciences, il y avait de quoi rester perplexe. À la base, moi, je me sens d'inspiration plutôt scientifique puisque j'ai fait des sciences. Donc, j'ai toujours été curieux de comprendre comment les choses elles fonctionnent. C'est dans ma nature, c'est dans mes gènes. J'ai un père professeur de maths. Je pense que j'ai été éduqué comme ça. Je suis câblé comme ça. J'aime comprendre ce qui se passe. J'aime analyser les choses. À partir de 25-26 ans, c'est-à-dire une dizaine d'années, moi, mon obsession, ça a été de savoir si ce que je dis dans une consultation de voyance est le fruit d'une déduction ou le fruit d'une vraie capacité de voyance. Cette capacité-là, eh bien, c'est l'obtention d'informations sans déduction, sans analyse particulière. C'est une information qui littéralement donne la sensation de jaillir de nulle part. Peut-on réellement voir ce qui est caché? Devant notre caméra, Alexis Tournier s'est prêté à une expérience qui permet de tester ses capacités de voyance. Une expérience rarement filmée. Plusieurs jours auparavant, dans nos bureaux, nous avons glissé 10 photographies, toutes différentes, dans 10 enveloppes que nous avons soigneusement refermées. Le jour de l'expérience, Alexis tire une enveloppe au hasard. L'enjeu n'est pas d'identifier l'objet photographié, mais d'en percevoir la nature, d'en décrire les principales formes, couleurs et matières. Je vais écrire, je vais parler, je vais peut-être dessiner, on verra bien, je ne sais pas en fait du tout comment ça va se passer. Alexis prend un risque. Il joue sa réputation de voyant devant nous. Moi, ça m'intimide toujours un petit peu de faire ça comme ça, mais bon. Ben, je vais prendre cette enveloppe et puis on va y aller comme ça. Pour moi, ça va être, j'appelle ça l'enveloppe numéro 1. Oh tiens, c'est peut-être un truc ancien. Peut-être un truc un peu vieux. Ça fait un truc poussiéreux. Ça fait quelque chose d'un peu vintage. Ça fait quelque chose d'un peu passéiste. Ouais. Alexis a tiré l'enveloppe qui contient la photo de la loupe. Ah, tiens, ça ferait quelque chose d'assez... Il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui... C'est quelque chose qui s'enroule. S'enroulant. Qu'est-ce que ça me fait comme sensation, ça? Ça fait triste. Ça fait noir. Ça fait du sombre. Oh là là, ça fait lugubre. Alexis ne dit plus rien. Il est bloqué. Il est assailli par des idées noires qui n'ont strictement rien à voir avec ce que représente la photo. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est sombre. J'ai l'impression que je suis dans un cimetière. Voilà, ouais, c'est... J'ai envie d'arrêter parce que je suis pas convaincu par ce que je fais là. Et je vais regarder du coup. Ah, je peux, hein, c'est bon. Oh ouais, une loupe, ouais, d'accord, ouais, je pense que là, ok. On va pas...
Vieux, vintage, passéiste, arrondi, poussiéreux, le truc ancien, triste. Ouais, ok, je me suis fait embarquer par mon truc, je comprends. Il y a quelque chose d'un peu ancien dont on se sert pas. Ça m'a amené dans des cimetières, d'accord. Là, pour moi, c'est pas très intéressant, ça. Enfin, c'est pas très pertinent, quoi. Alexis va retenter l'expérience. Donc, on va y aller, je vais prendre celle-ci, là. Hop. Alors, pour moi, ça, c'est la numéro 2. Donc, j'ai l'idée de quelque chose qui est un peu long, qui est un peu large, qui est peut-être décoré. Alexis a tiré l'enveloppe qui contient la photographie de la montgolfière. Ouais, il y a de la complexité avec des formes qui s'entrecroisent un petit peu. On dirait qu'il y a de l'entrecroisement. Il y a du brillant, il y a quelque chose qui brille. C'est peut-être un peu scintillant. Il y a quelque chose d'un peu circulaire, on dirait. Il y a l'idée même de quelque chose d'un peu cylindrique. Ok, qu'est-ce que je perçois au niveau des formes? Il y a de l'arrondi, il y a du courbé, il y a du hachuré. C'est un peu intriguant tout ça. On dirait qu'il y a quelque chose un peu comme ça. Hop là. Ça, ce serait circulaire. Et là-dedans, il y a du creux. Je sens du creux. Du évidé. 9. Parce que ça m'a l'air d'être un peu compliqué. Et j'ai l'idée d'un mécanisme. Il y a l'idée de quelque chose qui est mécanique là-dedans. Ah ouais, complètement. Il y a quelque chose qui est mécanique. Il y a un truc arrondi. Truc arrondi. Sphérique un peu, même aussi. C'est bizarre, il y a quelque chose d'un peu fumeux. Vaporeux. Bon, voilà. Allez, on va regarder ce que c'est. Suspense. Alors, de quoi s'agit-il? Ah, attends, c'est une montgolfière. Intéressant. Ah ouais, ok. Très bien. Ah ouais, ok. Il y avait cet élément rond, en fait, qui était important. L'expérience est troublante. Nous demandons à Alexis de renouveler avec une 3e enveloppe. J'ai déjà choisi. Je vais prendre celle-ci. Hop, voilà. Donc, on dirait qu'il y a quelque chose qui est un peu évidé. J'ai l'impression qu'on est plutôt dans du blanc. Un peu mat aussi. Dur. J'ai l'impression que c'est une vocation utilitaire. C'est quelque chose qui, on dirait, fait du bien. C'est agréable. Ça ravigore. C'est peut-être assez commun. Il y a des éléments durs, mais il y a des éléments mous aussi. Sans le savoir, Alexis a tiré l'enveloppe qui contient la photographie d'une tasse de café pleine posée sur sa soucoupe. Il y a cette notion de quelque chose qui est comme ça un peu, qui se rétrécit. Ça, c'est comme si je veux le truc vu de photo. Donc là, on dirait que c'est évasé. Et là, ça se rétrécit. C'est comme s'il y avait des éléments concentriques. Ah ouais, ça fait comme ça. Moi, je le vois comme ça. Intérieur emboîté. C'est contenant. Peut-être ça contient. Ça supporte. Il y a du contenant, puis il y a du contenu. Ok, là les éléments intéressants, c'est l'idée peut-être que ça s'emboîte ou que ça s'empile. En fait, on dirait qu'il y a même 3 parties. Une partie qui est large et qui va en se rétrécissant pour aboutir à quelque chose qui paraît fixe ou massif. Bon, je vais regarder. Je peux regarder. C'est l'heure du verdict. De quoi s'agit-il? Ah, on est sur une tasse à café. Ok. Ah ouais, je suis pas mécontent. Ça ressemble pas trop forcément à la photo, mais il y a l'idée de quelque chose comme ça. Bon, c'est beaucoup plus circulaire que je ne l'imaginais. Ah ouais, pas mal aussi ça.
Le côté évasé, ça se rétrécit, puis il y a une partie qui supporte. Bon, ok. Ok, il y a des éléments. Les résultats sont plus qu'étonnants. Comment Alexis a-t-il pu ressentir la nature des objets photographiés cachés dans les enveloppes? La voyance est compliquée parce que tout se passe comme si on observait la réalité à travers un prisme. Alors ça déforme tout. Et on est là en train d'essayer de reconnaître ce qu'on est en train de voir, alors que c'est compliqué d'arriver à donner du sens aux choses que l'on perçoit, parce que tout est déformé quelque part. Alexis Tournier continue sa quête pour comprendre comment fonctionne ce phénomène paranormal. Face à ses clients, il essaye d'expliquer en toute honnêteté son rôle et les limites de ses visions. Je suis un espèce d'hélicoptère qui survole la route, donc j'ai une espèce de vue comme ça du chemin, du cheminement. J'arrive souvent à voir assez loin en fait, et donc ça permet de donner des tendances. On voit du coup comment l'avenir se dessine en quelque sorte. Depuis des années, les scientifiques s'intéressent à cette faculté intuitive et mettent en place des protocoles pour tenter de comprendre et de mettre en évidence les mécanismes de la voyance. Cette capacité existe-t-elle vraiment? Peut-on la développer, la maîtriser? Au Centre d'études noétiques, Sylvie Détiolaz et ses équipes ont organisé au mois de juin 2013 une expérience de clairvoyance dont les résultats se sont avérés à peine croyables. Un jour, on a commencé à travailler avec un candidat qui était relativement bon. Et puis on s'est dit, bon, on va procéder vraiment cette fois à l'expérience officielle, vraiment avec les conditions d'expérimentation, avec l'huissier, etc. Le candidat va devoir chercher à découvrir ce qui se cache dans une centaine d'enveloppes. On a commencé les expérimentations et au bout du 7 ou 8e test, le candidat, qui n'était pas du tout habitué à ce genre de phénomène, a entendu une voix. À partir de là, en fait, il a reçu à chaque test une information auditive. Il a entendu cette voix lui dire quelque chose qui lui permettait ensuite de faire son choix sans grande difficulté, on va dire. Les observateurs n'en reviennent pas et le plus étonnant reste à venir. Quand on a dépouillé, en fait, le résultat a été 79% de réussite. Ce qui est tout à fait, c'est plus qu'exceptionnel, c'est tout à fait sidérant. C'est un petit peu on va dire, un ovni dans nos recherches, parce que c'est difficile de savoir comment poursuivre pour aller plus loin. Nous avons demandé à rencontrer ce candidat au pouvoir fascinant, mais ce n'est pas possible. Aujourd'hui, il préfère rester discret. Pour l'instant, c'est vrai que le candidat a eu tellement peur par ce qui s'est passé, et c'est vrai que pour l'instant, il ne veut plus entendre parler de protocole scientifique. Voir l'avenir, voir à distance. Ces dons de voyance ont toujours intéressé les puissants de ce monde. Parmi des archives de la CIA, déclassifiées récemment, nous avons découvert que les Américains ont dépensé des millions de dollars et travaillé pendant plus de 20 ans pour faire de la voyance une arme stratégique secrète. Il y a beaucoup de données qui existent là-dessus qui montrent que les Américains ont financé pendant des années des programmes de recherche donc, pour essayer de voir s'ils pouvaient obtenir des informations par des moyens donc, de phénomènes psychiques. Et de fait, ils ont obtenu des résultats. Ce projet de recherche est baptisé Stargate, la porte des étoiles. Il a été développé avec l'armée, avec des scientifiques, parfois des civils, tenus au plus grand secret. L'objectif, former des espions psychiques capables de voir des bases secrètes de l'ennemi à distance et en toute discrétion. Donc ils vont choisir 5000 militaires, ils vont leur faire passer des expériences, ils vont contrôler plein de variables et au final ils vont en garder à peu près 5. Voilà, qui leur semblent avoir le profil adapté pour avoir cette capacité finalement à voir à distance. Hein. Et c'est de là que vient le terme de remote viewing, de vision à distance, qui n'est rien d'autre en fait que le terme de clairvoyance finalement. Pour tester les capacités de vision à distance, le protocole est toujours le même. La personne qui mène l'expérience, le moniteur,
donne au sujet des coordonnées géographiques et lui demande de décrire le lieu qui correspond à l'endroit désigné. Pour ne pas fausser le test, le moniteur n'a aucune information sur la cible. Ça, c'est très très important. Parce que si jamais le moniteur sait quelle est la cible, il peut influencer la personne, même inconsciemment, lui donner des indices non-verbaux. Progressivement, vous avez un certain nombre d'étapes, comme ça, où le sujet va essayer de décrire de façon de plus en plus précise la cible, parfois sur plusieurs jours, sur plusieurs séances, et jusqu'à obtenir comme ça une sorte de lien, comme ça, avec l'environnement, mais sur le long des perceptions qu'on ne comprendrait pas. Chaque jour, ces personnes, pendant 8 heures, vont faire énormément de cibles. Ils s'entraînent, et ils vont développer comme ça des protocoles spécialisés de remote viewing qui sont, on va dire, plus structurés. Parmi les dispositifs utilisés, le protocole Ganzfeld. Le sujet est installé dans un environnement qui va le couper du reste du monde. Une lumière rouge comme dans un laboratoire de photographie, des écouteurs sur les oreilles qui diffusent des grésillements de parasites radiophoniques, des demi-balles de ping-pong sur les yeux. Dans le Ganzfeld, on propose au sujet dans un état d'isolation sensorielle, c'est le terme Ganzfeld en allemand qui signifie ça. La personne est complètement coupée dans l'environnement extérieur. Et donc elle est dans un état hypnagogique qui est très proche de l'état du rêve au bout de 15-20 minutes. L'idée c'était qu'un état de relaxation profond était susceptible de faciliter la perception d'informations comme ça de manière extrasensorielle. Ces protocoles ont aussi été utilisés pour des cas précis, le plus souvent quand les moyens traditionnels du renseignement ne donnaient pas de résultats. Les espions psychiques passaient alors à l'action. Ils ont travaillé sur l'enlèvement d'un militaire de l'OTAN, qui était un général américain, et qui a été enlevé par les Brigades Rouges. Et donc ils ont mis plusieurs équipes de voyants sur le coup pour essayer de le localiser. L'un de ces voyants s'appelle Joe McMoneagle, un ancien militaire. Les scientifiques l'ont recruté car il a démontré des facultés extraordinaires. À la CIA, on le surnomme déjà l'espion psychique numéro 1. Lui, il a fait une voyance ultra précise et il a localisé la ville, qui était la ville de Padoue en Italie. Et voilà, il a fait un travail où il a pu décrire le quartier, il a pu décrire l'immeuble dans lequel ce général était retenu prisonnier. Il a pu décrire la pièce dans laquelle il était. Enfin, il a décrit des choses extrêmement précises, quoi. Le général kidnappé a été retrouvé et libéré peu après. L'histoire officielle dit que les agents sur le terrain n'ont pas utilisé les informations données par McMoneagle, mais qu'ils ont eu recours à des informateurs classiques pour localiser l'otage américain. Pourtant, dans les semaines qui suivent cette libération, le travail de l'espion psychique est officiellement reconnu et même récompensé. Ce qui est intéressant, c'est que Joe McMoneagle va être décoré je crois que c'est la Légion du Mérite, qui est finalement le grade le plus élevé pour un militaire qui n'est pas sur le terrain. Donc il y a eu une reconnaissance par le gouvernement américain que certains de ces agents avaient contribué finalement à la défense nationale. Mais au début des années 90, l'existence de ce programme de recherche secret est rendue publique. Il y a eu des fuites. Le projet Stargate se retrouve sous le feu des projecteurs, mais aussi des critiques. Le Congrès américain demande alors des comptes. Ils sont arrivés aux conclusions qu'il y avait bien un effet qui avait été mis en évidence. Par contre, ils n'étaient pas d'accord sur l'interprétation de ces effets. C'était pas suffisamment fiable et cohérent pour que ça soit la preuve finalement des perceptions extrasensorielles et que ça n'avait pas forcément d'intérêt de poursuivre ce programme. Au plus haut niveau, les capacités paranormales sont donc aujourd'hui étudiées et parfois utilisées dans le plus grand secret. Une révélation pour certains. Mais pour beaucoup de personnes, rien de très surprenant. Dans le grand public, certaines capacités paranormales sont jugées presque normales et jouent un rôle très important, voire vital, dans la vie de millions de personnes. Au cours de notre enquête, nous avons ainsi pu constater combien les guérisseurs, les magnétiseurs, étaient toujours aussi présents dans nos sociétés modernes. Comme il y a des milliers d'années, partout dans le monde, les guérisseurs prétendent être capables d'agir sur les corps pour calmer les douleurs, apaiser les souffrances. Du moment que ça marche, que on est en bonne santé et tout, je vois pas l'intérêt de le cacher. Ce pouvoir existe-t-il vraiment ? Dans les cellules du corps, il y a des petites particules de magnétite qui sont sensibles aux champs magnétiques autour de nous, etc. Nous allons découvrir que parfois le personnel médical recourt aux guérisseurs dans le plus grand secret.
Magnétiseurs, voyants, télékinésistes. Depuis toujours, des hommes et des femmes affirment posséder un don hors du commun. Des scientifiques, des services de renseignement se sont intéressés à ceux qui parviendraient à voir à distance, ou encore à ceux qui seraient capables de modifier la matière. Des expériences étonnantes, parfois des résultats probants, mais rarement d'explications. Nous, métallurgistes, nous ne savons même pas reproduire cette structure. Le paranormal garde souvent son mystère et ses manifestations restent exceptionnelles. Mais pour beaucoup de personnes, certains phénomènes paranormaux font complètement partie de leur vie. Ils ont recours à des guérisseurs, des magnétiseurs ou encore ceux qu'on appelle des coupeurs de feu. Notre enquête nous mène jusqu'à Marseille, où nous avons pu rencontrer un guérisseur qui ne se cache pas. Daniel Mana a 55 ans. De nombreuses personnes viennent le voir pour soulager leurs souffrances. Pour lui, soigner avec les mains, c'est avant tout une histoire de famille. J'ai su que mon grand-père, déjà, soignait avec ses mains. Il a fait toujours autour de lui, comme ma mère l'a fait. Le grand-père avait transmis son savoir et son don à sa fille, la mère de Daniel. Et enfant, Daniel était fasciné de voir les gens défiler chez lui. Et si sa mère le laissait assister aux séances de magnétisme, ce n'était pas vraiment par hasard. Je savais que j'étais un enfant qui était différent et qu'en fait, je pouvais apporter quelque chose aux autres. Elle l'a toujours senti. Sa mère l'emmène chez une voyante qui lui révèle qu'il a, lui aussi, un don de magnétiseur. Tout est réuni pour que Daniel en vienne à se poser une question. A-t-il vraiment ce don ? Moi, au début, je ne le savais pas vraiment que j'avais ce magnétisme. Mais bon, je savais que mon grand-père l'avait, que ma mère l'avait. Donc voilà, après par la suite, c'est moi qui ai commencé à essayer de faire des séances sur des amis. Et puis quand l'ami, je lui dis, tiens, tu as mal à la tête, viens, je te pose les mains. Je pose les mains et puis il me dit, ah ben ça alors, la douleur s'en va. Daniel apprend alors à ressentir la douleur de l'autre. Je positionne mes mains au-dessus et en définitive, je sens par cette chaleur l'endroit qui est nécessaire pour soigner. Je ne peux pas vraiment l'expliquer, mais je sens cette chaleur. Donc en fait, je sens que c'est là. C'est comme si ça me disait, c'est là. Apprendre à guérir l'autre avec ses mains peut prendre beaucoup de temps. Daniel Mana, lui, a eu la chance de grandir dans une famille où le magnétisme était un phénomène banal, presque quotidien. Toute son enfance, il a vu sa mère et son grand-père soulager les gens de cette façon. Pour lui, ce don n'a jamais été un mystère. Tout ce qu'il sait lui a été transmis. On voit comment on fait l'autre, donc on apprend vite. On pose deux mains. Et après, on reste comme ça pendant 20-25 minutes. Donc voilà, il suffit de regarder, d'observer, et puis après, ça se fait de famille en famille, on l'a toujours fait comme ça. Beaucoup de gens ont du magnétisme, mais il faut croire en soi pour pouvoir assumer ce travail. Si des douleurs passent, ce qui veut dire que c'est un bon résultat. Et si on a un bon résultat, ça veut dire qu'on peut continuer. Je ne pourrais pas faire ce métier si je n'avais pas de résultat. Au cours de notre enquête, nous avons découvert le travail du journaliste Jacques Mandorla. Il a mené une étude auprès de 1500 magnétiseurs en France. Son objectif, faire le tri entre ceux qui obtiennent des résultats et ceux qui ne produisent aucun effet. Pour nous, il a accepté de revenir sur son étonnante enquête. Je me suis déplacé dans toute la France sous un faux nom, je payais mes consultations et je testais les guérisseurs en m'inventant, parce que j'étais pas tout le temps malade, des maladies. C'était surtout pour voir ce que racontaient les gens lorsque j'étais sur leur table, je dirais, de travail. Dans son ouvrage, Le guide des guérisseurs et autres thérapeutes, Jacques Mandorla révèle les résultats de son enquête. Au niveau statistique, on va dire il y a 5 à 10% de gens extraordinaires, 5 à 10% d'escrocs patentés gravissimes, et puis le reste, c'est plutôt bon, plutôt mauvais, mais dans la moyenne, c'est-à-dire pas de gros talent, il se passe pas grand-chose. Il y aurait donc 5 à 10% de gens remarquables auxquels Jacques Mandorla s'est particulièrement intéressé. J'ai rencontré des gens qui avaient d'abord une philosophie pour soigner, pour aider les autres,
qui était vraiment très développée, donc ça m'a beaucoup plu. Et surtout, certains avaient une capacité pour guérir, pour soulager. Et ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. Chose incroyable, certains seraient si doués qu'ils attireraient l'attention des médecins. De nombreux hôpitaux font appel à des magnétiseurs pour accélérer les soins et surtout pour faire de l'antidouleur. Le magnétisme permet de calmer les douleurs données par les brûlures, mais les magnétiseurs ont d'excellents résultats effectivement sur les brûlures. Daniel Mana est connu pour être un coupeur de feu, une personne qui permet de soulager la douleur causée par les brûlures. Il reçoit régulièrement des gens qui suivent un traitement contre le cancer. On ne leur a jamais dit qu'il existait des coupeurs de feu, donc en fait ils le découvrent ou de bouche à oreille ou par les infirmières en radiothérapie qui ont ma carte. C'est comme si c'était un peu en cachette. Voilà, mais bon, c'est vrai qu'ils le font. Marjorie connaît bien Daniel Mana. Elle l'a rencontré après un parcours douloureux, suite à un traitement du cancer du sein. Il y a 3 ans, elle se retrouve à l'hôpital où elle subit de la chimiothérapie suivie de 33 séances de radiothérapie. À l'époque, les médecins n'ont rien d'autre à lui offrir qu'un traitement classique pour soulager ses souffrances liées aux brûlures. J'ai suivi le protocole et en fait j'étais brûlée sur tout le corps, la peau à vif. Les crèmes qui donnaient les médecins, ça marchait pas du tout. Vu que c'était gras, ça collait aux vêtements et ça faisait super mal. Les douches, c'était très désagréable à prendre aussi. Et ça a duré sur une période de 1 mois et demi avant que ça cicatrise à peu près bien. 1 an et demi plus tard, Marjorie apprend qu'elle est atteinte d'un second cancer. Elle ne veut pas revivre le calvaire des brûlures. Elle apprend l'existence de ceux qu'on appelle les coupeurs de feu et découvre que le cabinet de Daniel Mana n'est pas très loin de chez elle. Marjorie va faire l'expérience du fascinant pouvoir d'un coupeur de feu. Dès qu'on impose les mains, ça fait comme si on avait une casserole d'eau chaude sous les mains, brûlante un peu. Donc en fait, c'est comme ça qu'on perçoit la chaleur à l'endroit où il y a le mal. Et surtout pour les brûlures. C'est intense, je ne peux pas dire autrement, donc je suis obligé de relâcher avec mes mains pour enlever la brûlure. On sent la chaleur déjà de ses mains parce qu'il les met très chaudes, plus la chaleur qui était sur moi, quoi, s'en aller. Et en fait, c'était apaisant, quoi. Et quand ça s'estompe et qu'au fur et à mesure je rejette et que je sens que ça se rafraîchit, ça veut dire que ça va aller. Et je leur dis ça va aller. Pourquoi? Parce que je sens que la chaleur diminue, donc l'inflammation diminue. Et je le sens, c'est sûr. Parce que j'ai pu comparer par rapport à la première fois et la deuxième fois, et j'ai vu que j'avais pas de rougeur, pas de brûlure, rien du tout, pas de peau qui pèle, pas de cloque. Et là, franchement, on se dit, ouais, c'est génial, quoi. Et à l'hôpital, les médecins sont aussi surpris que Marjorie. Et quand à chaque fois que j'allais faire la radiothérapie, on me disait mais votre peau elle a pas craqué et tout, j'ai dit oui je sais parce que j'ai un bon coupeur de feu. J'ai pas peur de dire je suis allée voir un coupeur de feu. Moi c'est naturel du moment que ça marche, que on est en bonne santé et tout, je vois pas l'intérêt de le cacher quoi en fait. Des mois après la fin de son traitement, Marjorie voit Daniel régulièrement. Une relation de confiance presque amicale s'est instaurée et aujourd'hui Daniel l'accompagne dans sa rémission. Ça aide quand même à avancer parce qu'il faut digérer la maladie. Donc il y a un certain temps avant de passer à autre chose. Et c'est ça qui aide en fait. C'est enlever le stress et ça aide à avancer, quoi. Quand je rentre, j'ai l'impression de peser 1,5 tonne. Et quand je repars, j'ai l'impression de peser 200 grammes. Les médecins et les infirmières restent souvent discrets sur leur relation avec les guérisseurs et les coupeurs de feu comme Daniel Mana. Il en va de leur réputation. Jacques Mandorla a pu constater à quel point les médecins étaient réticents à reconnaître qu'il leur arrivait de collaborer avec des magnétiseurs. Ça veut dire qu'ils collaborent avec des gens qui ne sont pas reconnus par la médecine traditionnelle. Donc ils ne le diront jamais officiellement devant une caméra ou devant un micro. Ce sont deux mondes qui vivent en parallèle et c'est pour ça que les passerelles sont difficiles à déterminer et encore moins à révéler,
puisque un médecin vous dira jamais devant une caméra qu'il envoie ses patients chez un magnétiseur. En France, c'est effectivement très, très compliqué d'avoir des témoignages. Oui. Tout au long de notre enquête, nous avons pu parler à plusieurs médecins hospitaliers ou généralistes qui reconnaissent faire appel à des coupeurs de feu dans certaines circonstances. Mais aucun d'entre eux n'a accepté de s'exprimer devant notre caméra. Nous sommes donc retournés en Suisse, un pays où certains médecins n'hésitent pas à travailler main dans la main avec des magnétiseurs. Le docteur Guillemin a longtemps dirigé le service de radiothérapie d'une clinique à Lausanne. À l'époque, pour elle, les histoires de magnétiseurs, c'était des histoires du Moyen-Âge. J'ai commencé à écouter les gens et les problèmes de brûlure, les problèmes de complications ou d'effets secondaires pendant le traitement. Et puis les gens ont commencé à me parler de toutes sortes de choses, dont les coupeurs de feu, dont les guérisseurs. Donc moi, je venais d'un monde que je ne connaissais pas ce genre de choses. Hein. C'était absolument de l'inconnu. Tout a commencé il y a 14 ans. Un jour, le docteur Guillemin reçoit dans son bureau la visite d'un patient. Elle ne se doute pas qu'il va lui faire découvrir des phénomènes très étranges. C'est un monsieur avec un cancer de la prostate. Il me dit, ça fait au moins 10 ou 12 ans que j'ai ce petit papier et on m'avait dit, vous le donnerez à la bonne personne quand ça sera le moment. Donc il m'a sorti un petit bout de papier de son portefeuille et là-dessus, il y avait une formule ressemblant à une formule de prière. Il me dit, mais c'est ça, c'est pour vous, c'est le secret. Le secret est une prière, une formule rituelle que l'on dit à l'intention d'un patient. Je me suis dit, mais purée, qu'est-ce que je vais faire de cette donnée-là? Parce que moi, c'est tellement pas, je suis pas dans les feux de l'enfer, je suis pas dans le système de pensée catholique. Donc voilà, j'ai accepté, je me suis dit, bon, bah ok, on prend tout ça, donc maintenant je sais comment ça marche. Sans vraiment y croire, le docteur Guillemin va donc dire cette prière à l'intention d'un patient qui souffre de brûlure. Et étrangement, celui-ci va aller mieux. Ça a marché très vite et puis je me suis rendu compte que c'était très efficace. Le docteur Guillemin n'hésite alors plus à conseiller à ses patients d'aller voir un coupeur de feu. Mais le paradoxe, c'est que certains d'entre eux ont du mal à comprendre qu'une femme de science puisse avoir recours à des pratiques ésotériques. Elle se souvient s'être retrouvée un jour dans une situation difficile, face à un malade atteint d'un cancer dont elle ne pouvait pas calmer les brûlures. Il n'était pas bien du tout, on avait mis en route tout l'arsenal thérapeutique, inclus la morphine, il n'était pas bien. Et un jour, je lui ai dit, peut-être que vous pourriez téléphoner à quelqu'un pour le secret. Puis d'entrée, il m'a contrit en disant, oh non, madame, j'y crois pas, ça sert à rien, etc. Puis je lui ai dit, bah, écoutez, moi, je sais pas que vous faites, je sais plus comment vous aider, vous n'êtes pas bien du tout, mais vraiment pas bien. Qu'est-ce que vous risquez? En fait, bah, quand je l'ai revu quelques jours plus tard, il m'a dit, vous me croirez pas, madame, bah écoutez, ça a marché, j'ai téléphoné, 20 minutes après, j'ai senti que ça a levé et j'ai plus mal depuis. Confrontée à des situations, confrontée à des gens, confrontée à des expériences, je me suis rendu compte que c'était pas tant du blablabla, qu'il y a des choses qui marchaient, qu'il y avait des grandes connaissances empiriques là derrière, et puis que bah, il fallait peut-être que je m'y intéresse. Donc, c'est comme ça que c'est dans l'intérêt. En fait, j'ai commencé à m'ouvrir à d'autres choses où ma curiosité a été titillée suffisamment pour que j'aille voir. Bonjour Catherine. Bonjour Claire. On y va? On y va. Le docteur Guillemin a fini par quitter l'hôpital pour créer un cabinet médical très particulier. Comment ça va? Ça va bien. Elle reçoit ce matin une patiente qui a été opérée d'une tumeur. Votre poids était stable, vous n'étiez pas très contente que votre poids n'était pas en descente, mais voilà. Si elle suit toujours ses patients comme médecin, elle n'hésite pas, quand c'est nécessaire, à les faire passer dans la pièce d'à côté où travaillent avec elle des magnétiseurs. J'ai la chance d'avoir aujourd'hui quelqu'un pour faire un petit peu différemment que ce qu'on fait d'habitude, qui va peut-être pouvoir vous aider un petit peu sur vos comportements alimentaires. Donc l'objectif, ça serait peut-être de faire une séance avec Véronique, si c'est OK pour vous. Est-ce qu'il y a des choses, est-ce que ça vous craint d'abord de faire quelque chose avec quelqu'un que vous ne connaissez pas? Non, pas du tout. D'accord. Catherine Wenger a été gravement malade.
Pour elle, être suivie par le docteur Guillemin et par des magnétiseurs, c'est d'abord un choix de vie. Je trouve intéressant de découvrir, de voir vers quoi ça me mène, au lieu de se dire j'ai une maladie fatale, je serais peut-être condamnée. Hein. Tout à coup, il y a cette ouverture sur la vie qui est très importante. Est-ce que vous avez longtemps eu ce sentiment? Et est-ce que vous êtes d'accord aujourd'hui qu'on le laisse s'en aller? Pour moi, c'est un cadeau, un cabinet médical qui propose ça. Le fait que dans un même lieu, on puisse prendre en compte les aspects physiques, les aspects émotionnels, les aspects, je dirais, spirituels, hein, des besoins de l'âme. C'est juste une façon de reconstituer l'intégrité d'une personne. Donc, il faudrait que ça soit comme ça partout. Et on voudrait nous priver de ça en nous faisant croire qu'il faut de la froideur professionnelle, qu'on ne doit pas s'impliquer. En fait, pour moi, ça, c'est mortifère. Ça s'est bien passé? Oui, très bien. Bon. Le docteur Guillemin est ouverte aux guérisseurs, au magnétisme, mais elle reste toutefois prudente. Vous avez besoin de parler de ce qui s'est passé ou ça va? Oh, ça va. Le magnétisme, c'est une approche complémentaire. Je crois pas que je puisse imaginer que pour l'instant, en tout cas, ça soit quelque chose qui soit à la place de. On continue à dire qu'on guérit pas le cancer avec des petites graines et qu'on a besoin encore de nos moyens médicaux. Mais qu'il est complémentaire, il permet de calmer, il permet d'adoucir, il permet de se recentrer, il permet de trouver des ressources. Le docteur Guillemin est pragmatique. Elle utilise le magnétisme et constate qu'il y a des résultats, même si elle ne s'explique pas comment ces pratiques fonctionnent. Dans le monde, elle n'est pas la seule. Ça commence à se développer. Vous avez certains hôpitaux américains, à Harvard notamment, je crois, qui maintenant, de façon tout à fait officielle, font appel à des magnétiseurs ou des barreurs de feu, avec cette approche américaine très pragmatique. Une nouvelle fois, finalement, on comprend pas trop, mais si ça marche, pourquoi pas l'utiliser? Mais une vraie étude avec des barreurs de feu qui serait faite, par exemple, sur plusieurs hôpitaux, avec des cohortes de plusieurs centaines de patients, ça n'a pas, à ma connaissance, ça n'a pas été fait. Il n'y a donc pas d'explication, mais au fil du temps, plusieurs hypothèses ont émergé. Jocelyn Morisson est journaliste scientifique. Il s'est particulièrement intéressé à tous les phénomènes paranormaux. En ce qui concerne le magnétisme, il y a eu une hypothèse qui a été formulée à l'époque par Yves Rocard, un grand professeur de physique, qui était qu'effectivement dans les cellules du corps, il y a des petites particules de magnétite qui sont sensibles au champ magnétique autour de nous, etc. Et donc il a fait l'hypothèse que le magnétisme dont on parle dans les cas de sorcellerie, et pour tout ce qui est guérisseur, etc., sourcier, tous ces gens-là fonctionnaient grâce à ce qu'il y avait dans les cellules. Mais apparemment, cette hypothèse n'a jamais été confirmée. Donc le phénomène reste complètement mystérieux. Si le phénomène ne s'explique pas par la physique, peut-il s'expliquer par la psychologie, la relation très particulière qui s'installe entre le guérisseur et celui qui souffre? Vous allez voir quelqu'un, et vous lui dites que vous êtes malade, que vous avez un souci, et ça a un effet sur vous. Voilà. En particulier, si la personne a un ensemble de techniques qui vont vous impressionner. On va faire des passes autour de vous. Le magnétiseur va avoir par exemple une forme de présence, quelqu'un qui va être par exemple très contenant, très enveloppant. Et rien que ça, au niveau psychosomatique, on sait que ça fonctionne. Voilà. C'est-à-dire si vous rencontrez quelqu'un qui vous rassure, qui vous dit que ça va aller, ça va relancer certains processus d'auto-guérison de la personne. Vous passez à une courte distance de votre peau votre main et que vous répétez, je dirais plus ou moins indéfiniment, ça va, etc., vous allez voir qu'il y a beaucoup de douleurs et de choses équivalentes qui vont disparaître, et ça durablement. Je l'ai fait, je ne suis pas coupeur de feu extraordinaire et ça marche très bien. L'action du guérisseur fonctionnerait-elle comme l'effet placebo? Le patient, convaincu de recevoir un traitement efficace, déclencherait en lui un mécanisme qui le conduirait sur les chemins de la guérison. Pour ceux qui se sont intéressés de près aux coupeurs de feu, cette explication n'est pas satisfaisante.
On a des cas où, par exemple, un bébé arrive à l'hôpital brûlé et on appelle le coupeur de feu et le coupeur de feu travaille au téléphone et le bébé s'arrête brutalement de pleurer. Donc on peut pas dire que c'est un effet placebo. Je veux dire, le bébé qui arrive en hurlant s'arrête de pleurer brutalement au moment où le coupeur de feu travaille par téléphone et fait sa prière. Donc là, on est dans un domaine, c'est époustouflant, mais bien obligé de constater que ça se passe comme ça, quoi. Alors après, il faudrait faire des études statistiques rigoureuses pour dire mais oui, mais là c'est un hasard, c'est une coïncidence. Comment imputer le fait que le bébé arrête de pleurer à l'action du coupeur de feu? On peut pas se contenter d'un cas, mais il y a toujours des gens qui vont vous dire, qui vont essayer de rejeter ça. Bon, bah, qui passent leur temps à rejeter. Je trouve ça dommage, en tout cas, de ne pas accepter que ça soit possible, quoi. Le magnétisme garde son mystère. Étudier ces mécanismes expliquera peut-être à l'avenir ce que certaines personnes considèrent aujourd'hui comme des pouvoirs surnaturels. S'il faut rester prudent avec ceux qui affirment posséder un don hors du commun, d'autant plus lorsqu'ils assurent être capables de soigner des malades, il faut néanmoins accepter l'évidence. Beaucoup de phénomènes restent inexpliqués, même par les scientifiques les plus sceptiques. Alors, faut-il y croire? Faut-il l'accepter? À chacun ses idées, à chacun ses croyances.